On va commencer. Je m'appelle Maximilien Bacot, je suis entrepreneur mais surtout investisseur en capital risque. J'ai cofondé Brega, qui est un fonds d'investissement early stage, donc seed, série A, il y a 4 ans. Et on investit dans des startups du digital. Voilà. Je présenterai un tout petit peu plus Brega juste après, mais je vais vous donner quand même un petit peu le topic du jour. Je vais vous parler et je vais vous donner les dessous de la relation entre un VC qui va vous financer, ou si vous voulez être financé en tout cas, et une start-up. C'est une relation qui doit être évidemment symétrique sur l'alignement d'intérêts, et il y a des avantages à cette relation, il y a aussi des contraintes. Et je vais vous parler aujourd'hui, avec mon background d'entrepreneur et de VC, de ces contraintes-là et du nécessaire alignement d'intérêts qu'il y a entre un VC et le start-upper qui fait appel à cet outil de financement. Voilà. Donc très rapidement, qui on est, Brega, on est un fonds de 150 millions d'euros, créé il y a 4 ans, et on investit sur des tours entre 1 et 5 millions dans le digital en France et en Europe. On a un modèle un tout petit peu, je vais faire très très rapide, mais on a un modèle un petit peu particulier, puisque en plus d'investir dans des jeunes pépites du digital, on a aussi une cellule opérationnelle en interne qui vous aide à développer des leviers business, à recruter vos talents, et aussi sur des fonctions support. Voilà, je ne m'étends pas trop, mais on a un modèle vraiment intégré pour vous aider à scaler et à développer votre boîte. Donc on intervient, comme je l'ai dit, sur ce qu'on appelle du seed série A. Donc on finance des tours un petit peu moins d'1 million jusqu'à maintenant 4, 5, voire un petit peu plus, quand c'est notamment au UK ou en dehors des frontières européennes. Alors, pour concentrer un maximum, on aura très peu de temps, parce que 15 minutes, ça passe très vite. D'habitude, je peux faire ça en 2 heures, donc vous voyez, à 15 minutes, je vais devoir concentrer au maximum l'information. Je vais essayer de vous donner zéro bullshit, donc vous dire exactement ce que j'en pense, en essayant d'avoir le moins de biais possible. Je suis un peu schizo, puisque je suis des côtés de la barrière, parce que entrepreneur depuis déjà 12 ans, et ayant fondé Brega, qui est un fonds, je suis à la fois VC, mais aussi entrepreneur, donc je vais essayer de vous donner une image que je trouve la plus fidèle possible. Alors, est-ce que le grand sujet aujourd'hui, quand on monte une boîte, quand on est start-upper, c'est est-ce qu'on doit faire appel à un VC? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il faut le prendre, cet argent du VC? Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'avantages, de contraintes? Bon, les avantages, je vais y aller assez rapidement, puisque je pense que vous connaissez les avantages d'avoir un VC avec soi. L'avantage, c'est d'avoir accès à un outil de financement. Les banques ne peuvent pas... Le profil de risque, donc quand vous levez des fonds, quand vous êtes en seed, en série A, en tout cas quand vous êtes une jeune boîte qui n'a pas 3 bilans, qui n'est pas profitable, et que vous commencez votre aventure entrepreneuriale, les banques ne vous backent pas. Donc l'idée d'un VC, c'est de venir à ce moment-là, avec un profil de risque évidemment bien différent, et venir vous financer votre croissance et votre activité. Donc ça, c'est un avantage, c'est un outil de financement. Aujourd'hui, l'autre avantage aussi d'avoir un VC à son bord, c'est l'image, et franchement, il y a eu une vraie révolution depuis 5-6 ans du paysage des VC français. C'est plus du tout la même chose qu'il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, vous avez un véritable associé. Enfin, je pense que ça a considérablement changé. Et vous pouvez vous appuyer sur votre VC pour plusieurs choses. On est là pour vous aider sur les aspects stratégiques, évidemment, de go-to-market, des réflexions à avoir ensemble sur comment on attaque tel pays, telle géographie, tel secteur. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'on a au quotidien avec vous, enfin, en tout cas de manière très régulière, pour évidemment sortir la tête de l'eau quand on est dans l'opérationnel et qu'on est un humain dans le cambouis, et essayer en tout cas de vous apporter de la valeur sur ce terrain-là. L'autre valeur qu'on vous apporte aussi, et ça c'est de plus en plus fréquent, là, j'ai un copain, Romain, là, qui viendra pitcher juste après chez Caporn, et ils font ça très bien aussi, c'est de vous apporter de la valeur sur des aspects opérationnels que sont le BizDev. Et nous aussi, notre modèle, on rajoute cette brique qui est l'aide au recrutement, puisqu'on a des profils, on a un profil aussi en interne pour vous aider à sourcer les meilleurs talents et à construire la team la plus efficace et la plus pertinente possible. Voilà, donc en fait, le VC aujourd'hui, il a ce rôle-là de vous aider aussi sur des aspects opérationnels à développer votre business et à construire la meilleure équipe possible. Voilà, donc ça c'est pour les avantages. Assez rapidement, bon, les contraintes, puisque c'est un peu le sujet du jour. Moi, je les classe, je pense qu'il y en a 3 natures. Il y en a une qui est philosophique, l'autre patrimoniale, et une autre plutôt sur la gouvernance. La première, c'est la plus importante. Quand vous signez un pacte d'actionnaires avec un VC, je vais faire un peu de physique, mais c'est un phénomène d'entropie qui fait que c'est pas réversible. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous signez un contrat avec un VC pour une période d'au moins 5-7 ans, vous vous projetez avec lui, et vous êtes, entre guillemets, inscrit dans un mécanisme d'hypercroissance.
C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous dire, moi, je monte ma boîte, je vais la développer, je peux peut-être prendre mon temps sur certains aspects pour bien comprendre avant d'aller à l'export ou avant simplement de générer vraiment de la forte croissance. Ça, c'est fini. Une fois que vous avez signé votre pacte, le VC, il attend de l'hypercroissance. Donc vous êtes dans un schéma d'hypercroissance à ce moment-là. J'aime bien prendre cette expression, vous allez courir le marathon avec une vitesse nominale de sprinter. C'est vraiment ça l'image. Vous allez avoir des KPI à tenir, vous avez des milestones que vous avez, en tout cas, vous êtes comité auprès du VC, bien, il va falloir tout faire pour les tenir avec des plans renouvelés tous les 18 mois, puisqu'en général, on finance 18 mois d'activité, et essayer de les atteindre. C'est vraiment une organisation personnelle, une organisation de votre boîte qui va être complètement différente que si vous aviez d'autres solutions de financement bancaires. Bon, comme j'ai dit, c'est très compliqué au départ, mais ou en tout cas l'autofinancement. L'autofinancement, c'est possible, hein, il y a des modèles où ça marche, d'autres c'est plus compliqué, mais en tout cas, ça c'est quelque chose, une disposition d'esprit que vous devez avoir en tête, qui est vraiment très segmentant et qui va façonner la boîte que vous allez construire, la façon dont vous allez la mener. Voilà. Évidemment, hypercroissance veut dire ce que je viens de dire, des contraintes liées à la pression, liées au fait que vous devez délivrer des milestones. Et ça, c'est vraiment un schéma sur lequel vous devez vous sentir à l'aise et dans lequel vous voulez vous retrouver. L'autre contrainte, elle est d'ordre patrimonial d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous, quand on investit dans une start-up, on a un objectif de liquidité. Dans notre métier, on investit en capital et on doit sortir avec aussi un multiple sur le capital. Donc, si vous avez pour idée de dire je monte ma boîte et dans 10, 15, 20 ans, j'ai vraiment une logique patrimoniale dans la façon dont je crée ma boîte et je veux la mener et la garder, c'est pas du tout aligné avec un VC. Alors, il y a des success stories, vous connaissez bien, je vais prendre Facebook, où le fondateur est toujours là à la tête de sa boîte. C'est possible, mais en général, c'est des cas quand même qui sont pas les plus fréquents. Quand un VC investit, il a 3 façons de sortir. Une IPO, se faire racheter par d'autres fonds, voilà, ça c'est deux façons mais qui sont assez minoritaires, ou sinon faire un trade sale, voilà, de vendre la boîte. Et en général, quand on vend la boîte, on vend toute la boîte. Donc ça veut dire derrière que vous acceptez de perdre le contrôle, que vous êtes dans un autre schéma et que vous n'êtes plus aux manettes de votre boîte. Donc ça c'est extrêmement important, il faut bien l'avoir en tête. Et ces horizons de liquidité, en général dans les pactes, ils sont entre 5 et 7 ans. Un VC rentre, il a pour objectif de faire son multiple entre 5 et 7 ans. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important aussi en termes d'alignement d'intérêt et que vous en ayez bien conscience. Donc ça c'est une autre contrainte assez forte. Et la dernière, majeure, hein, j'essaye de synthétiser, de résumer au maximum, c'est la gouvernance. Évidemment, quand vous avez un VC à bord, on n'est pas là pour faire un deal spéculatif, on est là pour vous accompagner, comme je l'ai dit, sur 5-7 ans. Et donc, on fait partie de l'organe de gouvernance. On a des voix au board et on a même ce qu'on appelle ça peut être des droits de veto, mais en tout cas, c'est des positions qu'on peut exprimer sur du budget, valider un budget, valider des recrutements clés sur des C-level, des personnes qui vont être à votre COMEX, ou en tout cas des profils à haute valeur ajoutée, ou tout simplement pour faire de la croissance externe, pour faire de l'acquisition de boîtes, pour faire un nouveau tour de financement. Donc toutes ces choses-là qui sont hyper structurantes, vous avez le VC qui est là à vos côtés et qui a aussi son mot à dire. Donc nécessairement, c'est une contrainte aussi par rapport à l'organisation et la façon dont vous menez votre boîte. Si vous prenez de l'argent chez votre banquier, bon, vous n'avez pas de contraintes liées à ça. Donc l'argent d'un VC, il a ces contraintes-là aussi liées à la gouvernance. Tout ça, je le résume en fait dans une phrase. Il faut absolument, du coup, l'alignement d'intérêt sur ces 3 points est absolument indispensable. C'est pas la peine de dire oui, je veux faire tout ça, oui, vraiment, je suis d'accord avec vous, si vous n'en avez pas réellement envie, parce que ça va forcément mal se passer à un moment donné. Voilà. Donc ça, cet alignement d'intérêt est très important. Et de fait aussi, un VC à bord, ça veut dire sur une période assez longue quand même, 5-7 ans, eh bien, il faut qu'il y ait un fit avec la personne. C'est une histoire d'homme. C'est pas, la relation avec un banquier peut être un peu différente. Avec un VC, vous allez avoir régulièrement au téléphone, on va faire plein de réunions ensemble, quand ça ira mal, on sera là aussi pour savoir s'il faut pivoter, pas faire des choses, prendre d'autres directions à la boîte, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un fit. Si dans les réunions que vous faites avec un VC, vous dites mais putain, j'ai vraiment pas envie de travailler avec cette personne, il ne faut pas le faire. Vraiment, ne le faites pas. Sous prétexte de lever 1 million, 2 millions, non. Si vraiment il n'y a pas de fit, il ne faut pas le faire. Ça, c'est vraiment un message très important. Et je terminerai aussi sur ce point-là, sur les contraintes. Et lever des fonds, ce n'est pas une mesure de succès. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance, dans l'écosystème, à mesurer la qualité d'une boîte avec est-ce qu'elle a levé des fonds. Ce n'est pas une mesure de succès. J'ai un copain de promo, de prépa, pardon, qui a fait HEC, qui a mon âge, j'ai 37 ans,
Il a monté une boîte à 20 ans. Il est toujours basé à Saint-Étienne. Cette boîte, elle fait 100 millions de chiffres, 30% de marge d'EBITDA en autofinancement. Voilà. Bon, il a mis 17 ans pour y arriver, mais voilà ce qu'il fait. Donc, vraiment, lever des fonds, ce n'est pas une mesure de succès. Et il y a même des effets qui peuvent être pervers, notamment sur les valos, je vais y venir. Sur les contraintes liées à l'investissement d'un VC, ça je pense que c'est un petit crochet intéressant. Je vais être très rapide sur ce point, mais sur la valorisation, est-ce qu'il faut toujours chercher la meilleure valo ? D'une certaine manière, oui, c'est bien pour vous, parce que ça vous protège d'une dilution et ça vous protège en capital. D'un autre côté, la contrainte aussi, elle est toujours de vous mettre dans un circuit d'hyper-performance, d'hyper-croissance. Si vous levez une valo très haute, le VC, nous, quand on rentre, on a des objectifs de multiples d'au moins x10 en général. Puisque comme on a un profil de risque très important et qu'on a de la perte sur un portefeuille, on se dit que quand on investit, il faut au moins qu'on soit sur un multiple de x10. Donc, si vous levez une valo de 5 ou de 10, 10 c'est mieux pour votre dilution, c'est sûr. Mais ça veut dire que le VC, lui, va vouloir sortir à x100, à x10, donc à 100 millions. Et réciproquement, si vous avez levé une valo plus faible, eh bien l'exigence finalement de multiples vous met sur des horizons de vente de boîtes un peu plus faibles. Donc c'est toujours aussi cette combinaison qu'il faut avoir en tête. Des grosses valos, c'est très bien, mais ça vous met vraiment dans ce circuit de produire de l'hypercroissance et donc avec des contraintes à l'exit. Parce que si le VC, vous avez une offre sur la table, je prends l'exemple, vous levez une valo à 10 millions post, un jour vous avez une offre à 20 millions sur la table, vous allez dire mais c'est génial, ma boîte en 3 ans, elle vaut 20, le VC va vous dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Si vous avez levé à une valo de 3 millions de post, 20 millions, on va dire ah, on n'est pas à x10, mais on s'en rapproche, bon là il y a une discussion. Donc ça, c'est vraiment, et moi j'ai des exemples il y a plein d'exemples terribles sur le marché, où il y avait des offres à 100 millions, à 150 millions qui ont été refusées par les VC. Et donc ensuite la boîte, elle a fini 2 ans après à 1 euro au tribunal de commerce. Donc voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais la valo, oui, mais il faut savoir, enfin, c'est pas que le jeu d'aller chercher la valo la plus haute, il faut que la valo soit bien positionnée par rapport à la maturité de la boîte et où vous en êtes à un moment donné. Ah, ça c'est vraiment important. Il faut que j'accélère, il ne me reste plus que 5 minutes. Toujours aussi en tout cas sur cette relation que vous devez avoir avec votre VC, je l'ai parlé tout à l'heure, le fit et l'alignement d'intérêt, c'est important. De la même manière, si vous avez le loisir de choisir votre VC, il faut que, évidemment, ça soit sur un critère aussi de fit humain. Dire, je vais travailler avec lui, je me sens bien avec lui. Je pense que ça va être une bonne relation qu'on va construire. Et aussi par rapport au sujet. Si vous êtes sur un sujet de marketplace, choisissez un VC qui a l'habitude de ça, qui connaît, qui va pouvoir vous aider sur ces sujets, qui va vous apporter de la valeur. Si vous êtes sur un sujet très techno, je sais pas, de la data prédictive, tout ce qui est intelligence artificielle, essayez de vous entourer d'un VC, de vous équiper d'un VC qui est pertinent sur ces sujets, va vous apporter de la valeur. C'est vraiment important pour construire une relation ensemble et pour qu'il y ait un bon niveau de compréhension. Si vous vous mettez à bord un VC qui ne comprend rien à ce que vous faites, forcément, quand il va falloir pivoter ou lui expliquer que finalement le chemin du produit, on va faire autre chose, etc., que le marché, c'est pas le bon, il ne va pas comprendre. Donc organiser un pivot, c'est toujours plus compliqué dans ce contexte-là. Donc, voilà. Ce fit, en tout cas, avec le sujet de votre boîte, c'est important par rapport à ce que le VC peut apporter. Bon, c'est un résumé, puisque j'ai pas mal parlé des avantages d'avoir un VC, des contraintes, de la relation et de l'alignement d'intérêt. Je pense que j'essaie de bien vous sensibiliser par rapport à ça, c'est extrêmement important. Je vais vous donner aussi un tout petit peu d'insight sur les critères qu'un VC peut avoir pour choisir ses startups. Avant ça, il faut savoir que de la même manière où vous pouvez poser la question, est-ce que ça vaut le coup pour toutes les raisons que j'ai évoquées, philosophiques, patrimoniales, de gouvernance, d'avoir un VC à bord, de la même manière, un VC va se dire, est-ce qu'il y a des boîtes qui sont compatibles ou pas ? Non, toutes les boîtes ne sont pas VC compatibles. Grosso modo, il y a 2 critères majeurs. C'est est-ce que déjà le marché que vous ambitionnez, la taille de marché est suffisante ? Parfois, il y a des boîtes qui peuvent faire des superbes entreprises, mais le marché est trop petit et donc on ne se projette pas. Je vais prendre un exemple. Si le marché, vous ambitionnez le marché français, que ce marché-là fait 30 millions d'euros, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, vous pouvez peut-être faire une super boîte, parce que vous dites qu'il n'y a personne vraiment qui émerge sur le marché. Vous pouvez faire peut-être une boîte qui va faire 10, 15 millions de chiffres, mais pour un VC, c'est déjà trop petit. Si on sort à une valorisation qui est de 5, on ne fait même pas x10, c'est même pas la taille du marché.
Donc il y a des sujets comme ça où vous pouvez développer une super boîte et faire un super succès, mais qui est tout simplement pas VC compatible. Donc ça, c'est un critère de marché. C'en est un parmi d'autres, mais ça, c'est vrai que c'est un critère important. D'autres aussi, c'est quand il y a des business pas scalables. Voilà. Moi, avant de monter mon fonds, j'étais sur un business qui n'était pas scalable. Donc pour faire du chiffre, il fallait que j'ai des hommes. S'il n'y avait pas d'hommes, je ne faisais pas de chiffre. Donc de toute façon, nativement, je pouvais pas, j'étais pas VC compatible. C'est pas grave. Je l'ai très bien vécu. Hein. Je vous rassure, on me vit très bien. Donc c'est pas une fin en soi. Encore une fois, tout dépend de la trajectoire que vous voulez mettre. Si vous voulez vraiment faire de l'hypercroissance, il vous faut un VC. Si c'est pas votre propos et votre manifeste personnel, c'est pas indispensable. Donc ça, c'est vraiment important. Sur les critères, il y en a 4. Nous, ce qu'on va regarder, alors c'est peut-être un peu tarte à la crème, hein, mais on va regarder qu'il y a une grosse opportunité de marché. Voilà. Il y a plein d'exemples que vous avez en tête. Hein. Pourquoi Uber s'est développé je ne parle pas aujourd'hui de est-ce que ça fonctionne bien en termes de profitabilité, mais en tout cas, pourquoi c'est développé? Parce qu'il y a eu une opportunité de marché à un moment donné avec, évidemment, les smartphones qui ont pris beaucoup d'ampleur dans nos foyers, entre autres, et les technos étaient matures. Donc, il faut une opportunité de marché très forte. Il faut évidemment que vous ayez un positionnement concurrentiel qui soit pertinent et qui soit clair et défini. Il faut que le marché, comme je l'ai dit, soit attractif, large, pour qu'un VC puisse se projeter. Modèle. Évidemment, il faut que le produit soit valuable, il soit différenciant, vous ayez un angle qui soit clairement défini en termes de produit, et il faut que vous ayez que le go-to-market soit bon, qu'il y ait un produit, un modèle en tout cas qui soit scalable, pour qu'on puisse avoir un modèle de business en tout cas qui soit capital efficient, et sur lequel on se dit, bien, c'est peut-être pas maintenant la profitabilité, bien évidemment, mais on se projette à moyen terme sur un horizon de profitabilité qui est clair en tout cas, sur lequel on est en confiance. Ça, c'est important. Monétisation, ça peut être quand on a des modèles évidemment qui ne sont pas directement monétisables à l'instant T, des modèles d'audience, où on se dit, on a quand même un schéma qui apparaît sur la façon dont on va monétiser le business. Voilà, donc ça, c'est important aussi sur ces aspects-là. La partie team, bon, évidemment, on va regarder la meilleure équipe possible, complémentaire, qui connaît le marché, qui a une espèce d'unfair advantage par rapport à ça, qui va être, outre sa complémentarité, ambitieuse, résiliente, travailleuse, etc. Les 4, d'ailleurs c'est marrant, dans les études, les 4 qualités principales qu'il faut pour réussir quand on est entrepreneur, la première c'est la pugnacité et la résilience, la deuxième c'est le travail, la troisième c'est le leadership, et la quatrième c'est l'agilité. Voilà. Alors après évidemment, comme je le dis souvent, si on est feignant et pas très smart, ça marche moins. Voilà, il faut quand même être un peu smart aussi, mais en tout cas, le fait d'être combatif, sincèrement, je pense que c'est une qualité qui est la numéro 1 et de très loin. Donc voilà, quand vous composez votre équipe, essayez d'être complémentaire et de réunir en son sein toutes ces qualités-là. Et puis évidemment, ce qu'on va regarder, c'est le momentum. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça y est, l'entrepreneur a craqué quelque chose? Alors ces fameuses early metrics, est-ce qu'on sent qu'il commence à se passer quelque chose en termes de croissance, en termes de réponse du marché? C'est extrêmement important. Donc ces premières métriques, est-ce qu'elles ont été craquées? De la même manière, quand vous allez voir un VC, il faut que vous ayez un plan d'au moins 18 mois. Voilà. Si vous voulez vous faire financer, on ne finance pas des plans à 9 mois, à 12 mois, etc. Puisque à peine on a le temps, on a fini la levée de fonds, comme il faut en moyenne entre 3 et 6 mois pour lever des fonds, bon, bah, si c'est sur 12 mois, bah, vous avez fini, vous travaillez 6 mois, il faut recommencer. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Donc c'est au moins des plans à 18 mois, entre 18 et 24 mois, avec des milestones qui sont clairs, bien identifiés, sur lesquels vous essayez évidemment de les délivrer. C'est jamais très confortable d'avoir un plan à 18 mois. Ça arrive de ne pas délivrer, évidemment, mais en tout cas, il faut essayer de s'y tenir. C'est toujours pareil, c'est aussi pour vous donner une visibilité sur le marché et donner la confiance au marché. Dans les cas où ce n'est pas fait, parfois on a des situations qui peuvent être assez désastreuses, notamment quand on a une valo au départ qui était assez élevée. Si on n'a pas délivré ce qui a été annoncé, eh bien on risque de faire des downrounds et d'avoir des valos à la baisse. Et ça évidemment, le marché de l'investissement capital risque étant très petit, eh bien ça met pas une bonne image sur l'équipe et donc ça complique un petit peu les choses, et en interne par rapport à vos VC et par rapport à la relation que vous avez avec eux, et en externe par rapport à l'image que vous pouvez renvoyer. Évidemment les modèles capital efficient, ça c'est important, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, mais qu'il y ait des modèles comme ça économiques où on se dise vraiment qu'il y a une horizon de profitabilité et que 1 euro va générer quoi, voilà. 1 euro investi dans une équipe ou dans une opération va générer quoi en termes de business.
C'est vraiment ce genre de choses qu'on va regarder pour voir ces horizons de profitabilité et pour bien comprendre comment le modèle peut avoir ces fameux triggers en fonction d'un certain volume de vente, un certain volume d'audience, ces choses-là. Voilà. Et enfin, oui, c'est un corollaire, mais d'avoir une stratégie qui soit une stratégie de croissance qui soit crédible, bien exposée. Voilà. Plus vous serez clair, c'est pas la peine de compliquer les choses. En général, c'est simple. Vous venez, vous avez un produit. Il n'en faut pas deux. Souvent, les entrepreneurs viennent avec 3, 4, 5 lignes produits. Non. Vous avez un produit, c'est clair. Vous itérez là-dessus. Vous essayez de craquer des points de friction un à un. C'est extrêmement important. Vous faites hyper itératif. Un produit, c'est quoi les points de friction encore existants? J'essaie de les craquer. Quels sont mes objectifs à atteindre? C'est comme ça qu'il faut avancer. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui doit être assez répétitive, mais qui doit se faire comme ça pour être sûr d'avancer dans le bon sens. Voilà.